Bonjour mes amis, c'est le dimanche. Comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler de la bourse, de l'économie. Et ce dimanche, comme je vous ai prévenu en avance, sera particulier parce que j'ai préparé une petite surprise pour vous. Car ce café de dimanche, je ne serai pas tout seul. Je serai avec un invité spécial qui s'appelle Julien Flo. Il était déjà venu plusieurs fois sur la chaîne Miner Cash et il va partager son avis, sa vision sur les marchés financiers. Avant de commencer à regarder cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à cliquer en like pour que je sache que les interviews vous intéressent. Dans ce cas-là, je vais essayer de les organiser un petit peu plus souvent. Et je vous rappelle que la vidéo classique de Café de Dimanche a été publiée hier à 8h, comme d'habitude, où nous avons fait un tour des marchés. Et j'ai également fait une proposition de changement majeur que je voudrais apporter dans le projet Miner Cash, pour le transformer plutôt dans un projet patrimonial et pas uniquement le projet orienté bourse. Donc je vous invite de regarder cette vidéo qui a été publiée hier. Et maintenant, je vous invite pour cette interview qui, j'espère, sera très intéressante. Allez, c'est parti. Bonjour mes amis, aujourd'hui, ce dimanche, nous avons un invité spécial qui s'appelle Julien Flo. C'est quelqu'un que je connais déjà depuis plusieurs années, qui a déjà fait l'interview sur ma chaîne 2 fois, si ma mémoire est bonne. Bonjour Julien. Bonjour Pavel, Voilà, bon, bienvenue sur la chaîne Miner Cash. Aujourd'hui, on va merci essayer pour... de faire une petite mise à jour par rapport à tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois quand on s'est vu avec Julien. Mais avant de commencer de parler du fond du sujet économique, j'aimerais bien que Julien, tu te présentes parce que ça fait presque, je crois, 2 ans qu'on ne s'est pas vu. Peut-être qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées sur ma chaîne qui te connaissent peut-être pas encore. Tu parles un petit peu de toi-même, de ton projet, quelles sont tes compétences, et quel est ton profil d'investisseur également. Voilà, je te laisse te présenter rapidement. Ouais. Merci Pavel de l'invitation. Donc Julien Flo, je suis trader pour compte propre depuis plus de 15 ans maintenant. Je travaille essentiellement sur les actions. Je fais pas mal d'analyses techniques essentiellement, mais je recoupe avec pas mal de macro. Donc en gros, je suis dans une philosophie où l'analyse macro-micro me permet de savoir un petit peu quoi faire, d'anticiper, mais dans l'exécution, je vais essayer d'affiner toujours avec de l'analyse technique pour faire mes entrées et ensuite avec de la gestion du risque un petit peu pour préparer les plans. Donc je travaille essentiellement, on va dire, des actions européennes et américaines. Voilà, j'ai un portefeuille dynamique, j'ai également un portefeuille plus long terme, bas de laine, où ma stratégie c'est plus pour battre l'inflation essentiellement sur mon bas de laine et le dynamique pour aller chercher de la performance. Donc je suis plus agressif là-dessus et voilà, je fais ça à temps plein. Donc clairement, je suis le nez dans le guidon en permanence. Merci beaucoup Julien. Je vais tout de suite te poser la question que posent souvent les débutants. Par quel broker tu passes par quel courtier tu passes pour investir en bourse? C'est juste pour déjà clôturer cette question que je suis quasiment Ouais. persuadé qu'il sera posée dans les commentaires. Alors j'en ai plusieurs, donc j'ai un portefeuille aujourd'hui qui est assez important, même si j'ai réduit la voilure dernièrement. Donc essentiellement c'est Interactive Broker par lequel je passe. J'ai également un compte sur DeGiro j'en ai ouvert un sur Trade Republic pour voir comment c'était. Mais voilà, c'est encore un courtier, je pense, qui a du chemin à faire euh, pour des traders un peu plus professionnels et avec des capitaux un peu plus importants. Très bien, merci beaucoup. Mes abonnés, ils le savent parce que je ne sais pas si toi tu es au courant que je suis actuellement partenaire avec Interactive Brokers. Ok. Donc on a signé le contrat, c'était à la fin de l'année dernière. Donc moi je passe par Interactive Brokers et je commence à faire des vidéos tutoriels sur Ouais, ouais, l'interface qui paraît un petit peu complexe pour certains. Bon voilà, on va clôturer déjà ce sujet. On va oui, oui, commencer. c'est vrai que c'est complexe, mais une fois que t'as pris la main, c'est clairement la meilleure plateforme aujourd'hui, hein. Hmm, Là, je suis d'accord. Voilà, donc Julien, on va passer tout de suite au sujet de fond. J'aimerais bien évidemment se concentrer sur la macro et dans la deuxième partie de la vidéo, on va parler un petit peu de ta vision, de tes idées d'investissement, des secteurs qui t'intéressent. En fait, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, la situation elle a dramatiquement changé. Donc là, je me souviens quand on a parlé, c'était encore l'époque des QI internels, donc les taux à zéro, etc., etc. Et on essayait de se projeter qu'est-ce qui pourrait se passer si jamais ce statu quo change. Aujourd'hui, ce statu quo a changé, et largement. Et donc, on a passé le Covid, on a passé la crise ukrainienne, on est dans l'inflation.
On a passé la crise ukrainienne. La crise ukrainienne, on est toujours là. L'inflation, elle est toujours là, même si elle diminue un tout petit peu. Et là, j'aimerais bien justement voir ton avis par rapport à cette situation et surtout comment tu expliques la réaction boursière par rapport à ces événements. Parce que si je me transfère dans le passé, et si moi j'imagine moi-même il y a 3 ans de parler de tout cela, si quelqu'un me dit que tous ces événements auront lieu, je penserais que la crise boursière, ça sera vraiment la crise de 1929, ou bon, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais ça serait une grosse crise boursière. Mais pourtant, en bourse, paradoxalement, sauf un événement au cours de Covid, on n'a pas eu grand-chose. On n'a pas Ouais, eu vraiment c'est vrai. pas d'une crise qui va rentrer dans l'histoire mondiale boursière. Ouais. Et j'aimerais bien voir ton avis par rapport à cette situation. Pourquoi penses-tu que la bourse réagit tellement peu par rapport au changement fondamental? Ouais, alors j'ai plusieurs avis si tu veux, en fait, si tu veux, parce que je travaille sur plusieurs cycles. En fait, si tu veux, ce début d'année, j'étais haussier et je jouais justement un petit peu le côté pivot de la Fed, le côté en fait, le fait que les marchés ont encore beaucoup de liquidités, le fait que la Fed a beau avoir remonté les taux très rapidement, c'est vrai, être contraignante, on restait dans des taux réels qui étaient négatifs, qui sont passés légèrement positifs. Donc on était dans des éléments, si tu veux, où oui, on pouvait avoir peur de la récession, mais je trouvais qu'on avait anticipé beaucoup de choses déjà dans les marchés sans que on y arrive. Donc j'ai l'impression, si tu veux, que les banques centrales, les gouvernements, on est en train de lisser le problème dans le temps. Donc plutôt que de se prendre un gros coup d'un coup, on lisse un petit peu dans le temps. Évidemment, le risque que je vois, c'est qu'à un moment donné, on fasse une erreur, et je pense que si cette erreur doit être faite, elle est en train d'être faite maintenant. Mais les répercussions que l'on aurait et la façon dont on le sentirait sur les marchés, pour moi, c'est plus cette seconde partie de l'année où j'attends, j'ai aucune certitude, bien entendu, mais j'attends vraiment de voir éventuellement le vrai impact euh, logique, entre guillemets, sur cette seconde partie de l'année. J'avais lu en décembre dernier, j'avais lu une analyse de Bank of America qui était très bearish et qui était dans une idée de dire les 6 premiers mois de l'année on est vendeur et les 6 derniers mois de l'année on est acheteur parce qu'on jouera le pivot de la Fed, mais le pivot de la Fed pas dans le sens on arrête la hausse des taux, mais on baisse les taux pour combattre la récession. Et en fait, concrètement, je pense que c'est limite l'inverse qui va se passer parce que pour moi, là, la Fed va arrêter de monter les taux. On n'est plus à 0,25 près, mais en fait, ils sont piégés. Et on est piégé parce que, comme on en avait parlé la fois dernière, on avait parlé justement que les obligations devaient certainement un petit peu tomber. C'est ce qui s'est passé. Et on a globalement, je pense, une Fed qui, même si on doit avoir un rebond de l'inflation et une inflation finalement qui se maintient à des niveaux élevés, plus élevés que leur objectif, et, la Fed ne peut pas continuer de monter réellement ses taux. Si elle le fait, on a bien vu déjà ce que ça pouvait impacter au niveau des banques, et c'est ce qui a permis, à mon avis, aussi la hausse des marchés, c'est qu'on est aujourd'hui dans une banque centrale qui joue un petit peu double jeu, dans le sens où, certes, on a un discours où on a monté les taux et on se dit que potentiellement on va encore les monter de 0,25, mais bon, on est à la fin de la courbe. Mais à côté de ça, on continue d'inonder de liquidités le marché. Donc on est toujours dans un mode on sauve tout le monde. Et ça, pour moi, comme on n'est pas encore rentré en récession, qu'on n'a pas encore justement, je dirais, réduit les liquidités qu'avait le marché, ou suffisamment, le marché, on le voit, se remet à payer des price earnings à 40 ou 50 fois, comme si on était toujours dans la période Covid. Or, on est dans un monde avec une inversion de la courbe des taux euh, très forte, plus forte que ce qu'on a pu vivre, en tout cas nous, de notre vie d'investisseur et même nos parents. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc, à partir d'un moment, si tu veux, pour moi, c'est juste que on est dans un processus qui est très lent et la dégradation, si tu veux, se fait au fur et à mesure parce qu'on a justement des banques centrales qui sont contraignantes, mais ne sont pas suffisamment contraignantes si elles voulaient vraiment mater l'inflation.
puisque bah, les taux continuent aujourd'hui d'être en dessous de l'inflation. Euh, donc après, finalement, moi, ce que je voyais, c'était que finalement, on achète le pivot de la Fed, et je pense que quand on aura véritablement le pivot de la Fed, c'est-à-dire que la Fed maintiendra ses taux à un niveau de 5 ou 5,25, peu importe, euh, c'est là où elle va faire l'erreur, parce que je pense que sur des données économiques retardées qu'elle regarde, c'est pas demain la veille que l'inflation va baisser à leur objectif. C'est pas demain la veille, si tu veux, que on va avoir un château de cartes qui va s'effondrer. Donc c'est quelque chose, à mon avis, qui se passe d'une manière diffuse et lente. Et quand les emmerdes voleront en escadrille, ça sera déjà trop tard, entre guillemets. Ils auront beau baisser les taux à ce moment-là, ça sera déjà trop tard parce que là, ce que l'on prend, c'est toutes les hausses de taux que l'on a faites ces derniers mois qui vont à peine commencer à impacter l'économie maintenant. Or, on voit l'économie commence à peine la tête au-dessus de l'eau. Et donc, je dirais que la partie commence vraiment maintenant. Et c'est ça qui va vraiment m'intéresser. Et de savoir, pour moi, les banques centrales aujourd'hui, c'est, elles sont piégées dans le sens où si elles continuent de vouloir sauver tout le monde, l'inflation ne baissera pas. Mais à ce moment-là, c'est peut-être le jeu aussi. Pour régler le niveau d'endettement, c'est peut-être le jeu aussi d'avoir un discours où on dit on veut combattre l'inflation, mais on ne fait pas suffisamment pour la combattre réellement, donc on continue d'avoir une inflation à 3-4% dans les années à venir, ce qui permet d'impacter un petit peu la dette et de résorber la dette comme ça. Et d'un autre côté, les gouvernements aujourd'hui, s'ils continuent à vouloir également supporter l'économie, ben, c'est inflationniste également. Donc on est dans un jeu qui est assez compliqué parce qu'à un moment donné, si les taux restent aussi élevés ou si les taux longs continuent de monter, les niveaux d'endettement ne sont pas soutenables. Donc on est entre deux eaux, si tu veux, et j'ai pas l'impression qu'on peut réellement bouger. Et la seule manière de s'en sortir, en fait, c'est de lisser dans le temps et d'espérer qu'il n'y a il y a pas un too big to fail au milieu qui nous sort un cadavre du placard. Ouais, c'est marrant parce que tu sais, dans une de mes dernières vidéos, je disais justement que je crois en pivot, même si c'était pas nécessairement mon scénario de base. Après, ça dépend ce qu'on appelle pivot. Donc, il faut vraiment bien définir qu'est-ce que c'est exactement. Parce que souvent, on sous-entend par le pivot aussi l'arrêt de hausse des taux. Parce que normalement, pour moi, le pivot, dans la définition classique, c'est baisse des taux. C'est C'est la des baisses des baisse. taux. Donc, du coup, pour moi, Ouais, ça n'était pas un ouais, scénario de ouais. base pour cette année. Mais dans une de mes précédentes vidéos, justement, je disais que j'ai presque, on va dire, entre guillemets, changé d'avis, que maintenant je crois au pivot, le pivot dans le sens de baisse des taux vers la fin d'année. Mais je pense qu'il va se passer dans des conditions d'une quasi-panique économique, on va dire. Parce qu'en fait, ça ne va pas forcément être une bonne nouvelle comme l'attendent les marchés. Parce qu'ils peuvent être obligés de faire ce pivot pour des raisons on va dire, sérieuse. Par exemple, on a déjà vu l'impact sur les petites banques américaines, on va encore en parler beaucoup plus en détail. Mais si on aura d'autres phénomènes qui vont se produire suite à cette hausse des taux extrêmement rapide, je pense que c'est historique ce qui s'est passé. Je crois que c'est du jamais vu. C'est historique, ouais. Ouais, ouais. Et dans ce cas-là, ils seront obligés de baisser les taux, mais en urgence, et je pense pas que c'est quelque chose que les marchés vont apprécier. Est-ce que je peux te... En fait, par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, tu as dit que l'erreur est en train d'être commise. Est-ce que c'est vrai de dire, de résumer un petit peu ce que tu viens de dire, que l'erreur, c'est Ouais, que la Fed, elle est systématiquement en retard par rapport à la réalité économique et que, grosso modo, elle est en train de commettre une erreur en montant les taux trop haut, trop vite, et bien, il va repartir à la baisse trop tôt également. Est-ce que je t'ai bien compris ou c'est pas ouais, exact? en fait, je suis entre deux également. Et en effet, il faut définir ce qu'on entend par pivot. Pour moi, il y a le pivot sous-entendu par le marché, c'est-à-dire j'anticipe que la Fed va arrêter de monter les taux, donc je me remets à valoriser quelques valeurs de croissance. Mais pour rebondir également, ce qui pour moi est très important, c'est que je pense également la même chose que toi, c'est-à-dire que je ne pense pas que c'est parce que la Fed baissera les taux que le marché montera. Justement, je pense que quand la Fed va baisser les taux, ça sera parce on aura une grosse problématique et notamment un mur de la dette des entreprises. Je pense qu'il ne faut pas oublier que une des raisons pour laquelle je pense l'économie et la bourse et tout ça est très résilient, c'est parce qu'on sort du Covid qui a été, où on a eu une réponse des banques centrales et
des gouvernements qui a été énorme. Et je pense qu'il faut beaucoup de temps en fait pour résorber tout cela. Et notamment les niveaux d'endettement à quasi taux zéro, voire 1%, 2% pour beaucoup d'entreprises qui vont arriver à échéance 2024-2025. Donc il va falloir refinancer et refinancer à des taux qui ont doublé, voire triplé selon le risque de ta boîte entre-temps. Eh ben, soit tu refinances pas et tu mets la clé sous la porte, soit tu refinances moins que ce que tu peux et donc tu as moins d'argent pour pouvoir continuer d'investir et donc tu impactes également l'économie. Mais bon, ça fait baisser l'inflation. Donc, si tu veux, je pense on est dans un moment où il y a deux façons de payer l'addition. C'est soit tu la payes tout de suite et en effet, tu te tapes un crack et tu fais de la destruction créatrice à la Schumpeter, ou ce que je pense que nos politiques nous démontrent déjà depuis de nombreuses années, on essaye justement d'éviter le crack et on essaye de lisser dans le temps. Et en lissant dans le temps, en fait, tu rentres dans un cycle où je pense que on réduit les dépenses, on réduit les investissements, et donc on réduit les croissances potentielles, et tu rentres éventuellement dans du mode stagflation. Ok, merci beaucoup Julien. Tu viens de dire que le monde économique va être confronté au problème du mur de la dette des entreprises. D'ailleurs, une des questions que j'ai préparées pour toi, que je voulais poser plus tard, moi je vais la poser maintenant, c'est est-ce que tu penses que la Fed, elle pourrait intervenir sur d'autres marchés, notamment le marché d'obligataires d'entreprise, justement? Pourquoi j'en parle? J'en parle parce que pendant le Covid, je sais pas si tu te souviens, il y a eu déjà le débat. Parce ils se sont mis même en partenariat avec BlackRock pour commencer à racheter les ETF obligataires pour justement sauver la dette des entreprises. Est-ce que c'est un scénario que tu vois et jusqu'à où tu penses, en cas de crise, évidemment, la Fed pourrait aller? Euh, En fait, il y en a certains qui parlent de rachat même d'actions en direct, etc. Donc, il y a toute une théorie de complot qui est en train de se construire parce que si on va trop loin, on peut arriver à un modèle un petit peu communistique marxiste, si tu veux, où l'économie va devenir à 100% administrée. Ce qui est déjà le cas sur les marchés de la dette souveraine de certains pays. Donc par exemple la dette italienne ou tu sais, des pays qui sont en difficulté financière, ils sont déjà administrés. Donc personne, je pense que les investisseurs n'achètent pas forcément la dette italienne pour investir, c'est plutôt les régulateurs qui le font. Et je voulais justement, ma question, c'est est-ce que tu penses que la Fed va élargir sa boîte d'outils, si tu veux, et pour intervenir sur Ouais. d'autres marchés et non seulement les marchés de la dette souveraine? Ouais, moi, je suis persuadé qu'elle le fera. Je suis persuadé qu'à la prochaine crise, la Fed achètera des ETF obligataires, contrôlera les taux longs d'une manière backtest et également achètera des ETF actions. Euh, la Banque centrale japonaise l'a fait et vit à 250% de dette sur PIB depuis déjà 20 ans. Mais voilà, je dirais que ce n'est pas du scénario complotiste. C'est si on regarde en fait l'interventionnisme des banques centrales et des gouvernements au sens large est de plus en plus exacerbé. Donc je ne vois pas, si tu veux, la tendance à s'inverser aujourd'hui dans les politiques que l'on a. Donc elle ne peut que s'accroître puisque quelque part on est dans une fuite en avant. Donc si tu sauves le marché en 2020, si tu continues d'agir dès 2022 également, et que tu agis également pour les banques régionales, etc., il n'y a pas de limite. Tu es en train, c'est pour ça, à mon avis, aussi que les marchés montent, si tu veux, c'est que tu démontres qu'il y a le prêteur en dernier ressort qui est toujours là. Mais pour les banques Et le régionales, seul excuse-moi, risque, c'est quand même différent parce que pour les banques régionales, pour l'instant, ils incitent les grosses banques à racheter les petites. C'est pas exactement pareil en fait. Maintenant, ils ne oui, font pas les mais sauvetages bon, proprement dit. après les banques, ouais, mais ils ouvrent quand même un certain nombre de liquidités. Donc on est quand même, je veux dire, dans de l'interventionnisme, c'est-à-dire on est dans une facilitation. C'est pas un interventionnisme exacerbé où on prend le contrôle, etc. Mais on facilite. Et après, bon, le marché bancaire américain, c'est un très très gros marché bancaire. Donc on a du mal, nous, en tant qu'Européens, à faire le lien, si tu veux, parce on a beaucoup moins de banques.
Et aux États-Unis, c'est un marché qui était beaucoup plus fragmenté avant, qu'il est devenu moins, et là qu'il devient encore moins. Donc on voit, on a surtout une consolidation du secteur. Quelque part, c'est pas une mauvaise chose non plus, mais voilà, on le fait par la force des choses. Euh, mais on renforce quelque part aussi les entreprises too big to fail, qui sont encore plus too big to fail. Oui, Donc, d'ailleurs, c'était une autre question que je voulais te poser par rapport aux banques commerciales. Mais avant de la poser, je voulais justement te préciser un petit point, c'est que tu viens de dire que tu es persuadé que la Fed, tôt ou tard, elle va intervenir sur les obligations des entreprises. Donc, est-ce que cela veut dire que entre ce moment quand elle va prendre cette décision et, si tu veux, aujourd'hui, il y aura un moment qu'on va passer par une véritable crise obligataire? Parce que si, pour moi, la crise obligataire, c'est un synonyme d'un énorme krach boursier. Peut-être je me trompe, peut-être tu as un autre avis. Parce qu'aujourd'hui, tout se base sur le fait que, comme on dit, Greenspan put, c'est que genre la Fed, elle sauve toujours toutes les, on va dire, les institutions sensibles. Mais si jamais on va rentrer dans un scénario où la probabilité des défauts sur les obligations commence à augmenter, même s'il s'agit des junk bonds, même peut-être ce marché il est un peu particulier, mais si on parle de la dette de mhm. relativement qualitative, on peut avoir un énorme risque off sur le marché. Je ne sais pas si tu as le même avis. Est-ce que c'est un scénario que tu anticipes entre aujourd'hui et le moment quand la Fed va intervenir sur les marchés obligataires des entreprises? Ça fait clairement partie des scénarios que j'ai en tête, mais aujourd'hui, j'ai pas de timing sur ce scénario. C'est-à-dire que pour moi, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles aujourd'hui, parce que quelque part, même si les taux ont monté très fortement, on a un impact, bien entendu, mais ce que l'on voit, c'est que on a tellement renforcé, je dirais, un certain nombre d'acteurs avec le Covid que les moments où ils vont apparaître fragiles, je ne parle pas de SVB, etc., mais les gros, le moment où ils apparaîtront fragiles, c'est pas pour tout de suite. Donc, si tu veux, en fait, je le découperai en plusieurs morceaux parce que j'ai joué un petit peu j'ai eu cet avis fin 2022 pour comment on organiserait 2023. J'ai cet avis où j'entrevois la fin de 2023 justement avec un marché qui certainement ne paiera pas le pivot de la Fed ou l'anticipation que la Fed va baisser ses taux. J'ai cet avis également. Et après, pour moi, voilà, on se projette sur 2024. Et 2024, on commence à avoir un certain nombre d'entreprises qui vont devoir se refinancer. Mais, mais la grosse montagne commence à être 2025. Alors bien entendu, ils ne vont pas attendre le dernier moment. Mais les vraies questions pour moi, c'est sur 2024 et c'est, je dirais, le coup d'après. Donc te dire maintenant que c'est le scénario que je privilégie, pas à ce stade. Je vois en fait des sous-vagues avant cela. Donc pour moi, c'est quelque chose je trade un peu plus court terme dans la physionomie. Donc je suis à une projection de quelques semaines, quelques mois plutôt que, et ça je le vois plus à une projection quelques années. Oui, est-ce que tu as des indicateurs particuliers qu'on pourrait suivre pour déterminer de manière avancée, on va dire, que les risques de cette situation augmentent? Ouais, en fait, il y a beaucoup d'indicateurs que tu peux suivre, mais en fait, je me contente de regarder ce que pensent les investisseurs du marché obligataire. Là, je fais bête et méchant, je regarde le dollar et je regarde l'obligataire. Et pour moi, ce sont mes deux indicateurs pour me dire que le marché obligataire est en train d'anticiper un truc que le marché action est peut-être en Tu retard. connais le ticker Move, d'ailleurs. Tu sais, c'est un équivalent de VIX, mais pour le marché obligataire. Oui, je le connais, mais je le regarde pas. Ah, il est assez intéressant si tu regardes les niveaux par rapport au niveau des crises Ouais, précédentes. Actuelles, je le c'est très regarde. surprenant. Parce que je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, bon, il y a à peu près il y a quelques mois. Et quand je commençais à le suivre, parce Je qu'en fait, connais de pour nom, moi, mais je je sais pas. considère le marché obligataire comme le marché plus intelligent, en fait. C'est le marché plus rationnel parce qu'il y a des plus grosses sommes d'argent qui Ouais, bah, tournent. c'est le plus. Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est le plus gros, et je pense souvent que le marché obligataire a raison. Ok, je vois l'indicateur move. Je le regarde pas.
Ouais, donc du coup, elle est actuellement à des niveaux très élevés par rapport à l'historique, en fait. C'est ça qui me surprend un petit peu. Pourtant, le Mhm. VIX, mais le VIX, je pense qu'il est impacté un petit peu par l'option trading qui est en ce moment assez populaire. Donc, Mais est-ce que c'est pas impacté un petit peu par justement les obliques court terme qui sont où on voit qu'ils essayent de se protéger un petit peu du plafond de la dette? C'est peut-être un impact sur ça aussi? c'est possible, en fait, parce que, et surtout que le marché obligataire, il est quand même pas mal impacté par les différentes politiques monétaires. Ouais, les politiques des banques centrales, donc du coup pour moi c'est un peu, je suis en train d'étudier un peu cet indicateur parce que c'est assez nouveau et la construction, Mhm. comment en fait comment exactement les calculer parce qu'aujourd'hui, juste pour partager avec les personnes qui nous regardent, que cet indicateur qui est un équivalent de, c'est une volatilité sur le marché obligataire, aujourd'hui il est à des niveaux qu'on est censé d'avoir pendant les grosses crises. Et en fait, c'est pas normal, parce que normalement, on n'a pas la grosse crise, même sur le marché obligataire, même si on sait qu'il y a des tensions, même si on sait qu'il y a tout un tas de problèmes. Ouais, Mais cet indicateur qui lui-même doit être relativement volatile, il reste quand même de manière stable sur des niveaux très élevés. C'est ça qui est assez étonnant. Mais ça, je pense que ça peut être lié effectivement à différents phénomènes, notamment, pourquoi pas, avec la crise des petites banques aux États-Unis. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur cette question sur la crise bancaire, l'idée que moi je mets en avant dans mes vidéos par rapport à cette crise des community banks, et c'est là peut-être c'est un rare cas où on sera en désaccord, peut-être j'ai l'impression, peut-être pas, c'est que mhm. il y a deux avis en fait par rapport à cette histoire des community banks. C'est que effectivement, c'est juste ce que tu viens de dire, c'est qu'aux États-Unis il y en a peut-être trop des petites banques, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que l'économie américaine c'est pas l'économie européenne. Donc comparer que chez nous on en a Mhm. peu et chez eux il y en a beaucoup, c'est pas tout à fait pertinent parce que il faut pas oublier que c'est pas la même culture et c'est des vrais capitalistes on va dire, hein, genre aux États-Unis. Donc parce que chaque État Tout c'est à un fait, petit ouais. pays avec une véritable indépendance. Chaque région elle est financée par sa banque locale et donc c'est vraiment incarné en fait dans la culture et même dans la culture générale et dans la culture économique américaine. Donc les liens régionales avec ces banques, ce qu'il appelle community banks, elle est très forte. Elle est plus forte que nous pouvons nous imaginer ici en étant en France parce que ou en Europe en fait parce que chez nous il y en a des banques régionales, tu sais les banques mutualistes. Je pense que tu vois comment fonctionne ce Ouais, principe. ouais. Donc, mais c'est pas tout à fait pareil parce que les banques mutualistes, déjà, on les considère, tout le monde qui sont des clients de ces banques, ils les considèrent comme une banque habituelle, quoi. Mais les banques community banks aux États-Unis, c'est vraiment des entités indépendantes qui sont là pour servir l'économie locale. Après, il y en a certains qui pensent que, comme tu viens de dire, c'est que cette démarche, peut-être elle est positive, qu'il y a une certaine consolidation dans le secteur où les plus grosses banques récupèrent les petites, mais souvent, le problème, c'est que ces community banks, elles sont saines. En fait, ils se sont retrouvés dans la situation difficile, justement à Ouais, cause de ouais. la politique de la Fed, et parce qu'ils ont construit leur portefeuille d'obligataires, qui n'est pas risqué en soi, c'est qu'on va pas rentrer en détail parce que, bon, en tout cas, j'en ai expliqué dans ma précédente vidéo de Café de Dimanche ce fonctionnement. Pourquoi, par exemple, SVB qui a fait faillite, tandis qu'il n'investissait pas dans les actifs risqués. Il investissait dans les Ouais. obligations, sauf que c'était une crise de liquidité, plus ou moins, en fait. Et la Mhm. Tout manière à comment ils fait. bouclent les Ouais, obligations. Et donc, je pense que ouais. c'est des banques de qualité quand même relativement bonnes, qui se font manger par les gros requins de Wall Street, qui n'ont pas nécessairement la compétence de servir l'économie locale. Ça, c'est un point négatif que je vois. Mais il y a un autre point que moi je trouve encore plus négatif, qu'on oublie souvent, qu'il y a un marché interbancaire, sans parler du marché obligataire, où ces banques, les obligations de ces banques sont cotées également, mais le marché interbancaire, en cas de faillite en cascade de ces banques, il peut avoir des tensions incroyables. Et donc, du coup, le taux sur le marché interbancaire peut, on va dire, décorréler par rapport au taux directeur de la Fed, en fait, le Federal Fund Rate, en fait, le taux vers lequel la Fed veut que les échanges interbancaires se convergent. Après, le mécanisme fonctionne de manière suivante, c'est que la Fed, elle intervient sur le marché interbancaire pour pousser les taux qui sont pratiqués entre les banques vers un certain benchmark. Et ce benchmark, c'est justement ce target rate. Et ce mécanisme peut être cassé parce que si jamais il y a un risque, comme on a eu pendant la crise 2008-2009, on peut vivre exactement pareil en fait, parce qu'il y a la confiance entre les banques soit rompue. Les grosses banques, ok, parce qu'elles profitent d'un ticket d'entrée gratuit que la Fed va toujours les aider, mais par contre toutes les autres banques ne vont plus faire aucune confiance entre elles. Et donc du coup, la grosse partie de ce marché interbancaire va être cassée. On va passer en mode oligopolistique ou presque encore une fois communistique, où il y a une seule banque, JP Morgan, qui va tout racheter et voilà, et point barre. Ou bien genre en conglomérat
conglomérat des grosses banques qui va se mettre d'accord pour contrôler tout le secteur bancaire. Et où est-ce qu'on va mener cette politique-là? Moi, je vois pas, personnellement, je vois pas l'avantage en fait dans ce processus. Si c'est un processus naturel, ok, les banques ne sont pas fiables, par exemple. S'ils n'étaient pas fiables, les banques régionales, et ok, la grosse banque Bank of America, elle arrive, elle dit que ok, on vous rachète et on propose quelque chose d'autre qui est meilleur et qui est plus en ligne par rapport aux besoins de la région, ça je comprends bien. Mais là, on n'est pas du tout ce scénario. Voilà, j'aimerais bien juste avoir ton avis parce qu'il y a deux avis justement. Positif que ok, la consolidation, on aura moins de banques à gérer, ok, pourquoi pas. Mais d'un autre côté, il y a mon avis qui est beaucoup plus négatif, c'est que moi je trouve que ça crée des énormes risques de financement local et en plus, ça met des risques supplémentaires sur le marché interbancaire. Ouais, ouais, mais je pense que tu as tout à fait raison. Et je me souviens en 2018 déjà, on avait eu également une petite crise où tout le monde avait appris ce qu'étaient les repo rates. Et il y avait eu notamment pas mal de discussions là-dessus. Et je pense qu'on est toujours là-dedans. Et je pense que ça va y revenir. Et c'est la même chose, hein. Je pense que tu touches du doigt. Moi, si tu veux, je ne vois pas en bien ou en mal. Ce que je vois, c'est que la Fed essaye de faciliter un certain nombre de sauvetages. Donc, on essaye quelque part d'écoper pour éviter la chute en cascade. Bon, ils auraient peut-être pu s'y prendre autrement, si tu veux, pour éviter la fuite des liquidités et garantir tous les dépôts, tu vois, d'une manière express pour éviter justement qu'après SVB, on ait cet effet de contagion sur les autres, sur d'autres petites banques. Ça aurait peut-être résolu le problème un peu plus rapidement. Mais voilà, on est dans une problématique de confiance. Donc je pense que, in fine, tout cela marche très bien parce que tout le monde a confiance, si tu veux, que la Fed fera tout et que ça marchera. Pour moi, le moment où il y a une vraie crise sur le marché en mode 1929, si tu veux, c'est le moment où on perd confiance dans la Fed. Et quand est-ce qu'on perd confiance dans la capacité de la Fed de prendre les bonnes décisions? Ben, pour moi, c'est quelque chose que, pour l'instant, j'envisage pas encore cette année. J'attends vraiment de voir un petit peu comment les entreprises vont se refinancer. Et aujourd'hui, avec des taux à 5%, ben, elles ne peuvent pas. Donc, ça veut dire que ça pousse également la Fed aussi à baisser ses taux potentiellement parce que l'économie est en ralentissement, mais aussi parce que elle se retrouve acculée à devoir faciliter également ce refinancement si elle veut éviter. Donc c'est là où on est dans une dualité, hein, et c'est ça que je trouve très intéressant. C'est-à-dire que si on regarde dans le passé, on peut toujours se dire que la Fed a fait l'erreur d'attendre trop longtemps avant de réagir et qu'elle a toujours réagi en retard. Et si on regarde maintenant, en fait, depuis le Covid, je trouve quand même que la Fed réagit très très rapidement. Le Covid, pour moi, a été une surprise dans la réaction des banques centrales. Si tu veux, ça a tiré très très rapide au bout de 3 semaines. Euh, et là, quelque part, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Alors, ils sont en attente et ils ont raison, ils ont raison de l'être parce qu'on est dans un phénomène économique en fait qui prend beaucoup de temps. Et il faut résorber tout ce qui a été bullwhip effect, et il faut résorber également la guerre en Ukraine. Donc, en fait, je dirais on est dans ce retracement-là actuel. Et maintenant, la vraie partie commence, parce que quand je regarde les matières premières, la désinflation est essentiellement venue de la baisse du prix des matières premières. Et maintenant, si on regarde la majorité des matières premières importantes, on va dire, dans l'indice des prix, on commence à arriver sur des niveaux de socle. Et donc, je me dis que la capacité de ces matières premières de continuer à baisser n'a pas une probabilité qui est grande ou n'aura plus un impact très grand sur la désinflation future. Et donc, ça veut dire que si tu n'as pas une désinflation rapidement dans ces prochains mois sur les biens et les services, et que tu peux avoir un rebond des matières premières, parce qu'on reste aujourd'hui dans un monde où la récession, tout le monde la voit venir, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui potentiellement va arriver, mais va mettre encore plusieurs mois à venir. Donc moi j'ai envie de jouer encore, tu vois, cette partie de sous-cycle où j'ai l'impression qu'on est en train de jouer les derniers moments actuellement avant que le marché se mette à anticiper justement que on va rentrer dans un processus où les profits des sociétés vont avoir un petit peu plus de mal. Je pense que
le premier trimestre, on a très bien absorbé, euh, on a très bien absorbé les résultats des entreprises. Le deuxième trimestre, je pense qu'il sera un peu plus compliqué, mais là aussi, je veux dire, il n'y a pas d'effondrement. C'est ça que l'on voit, c'est que tout porte à penser qu'il n'y a pas d'effondrement, mais il n'y a pas d'effondrement parce que tout porte à croire également que l'inflation ne va pas baisser plus. Donc on est pour moi dans j'appelle ça le ventre mou. On est entre deux eaux où j'entends bien tout ce que tu m'expliques également, tous les scénarios que tu peux avoir, et c'est quelque chose, une logique également que j'ai. Mais en fait, la difficulté que j'ai moi en tant que trader, si tu veux maintenant, c'est de me dire, OK, quand est-ce que je le joue? Parce que là, on voit, si tu commences à le jouer maintenant, tu te fais défoncer par les marchés, tu peux pas tenir les positions. C'est en train de partir en exponentiel, en FOMO, potentiellement, tu sais pas jusqu'où ça peut aller, parce que tu peux tout te dire, tu peux te dire, c'est un marché qui tient que sur les GAFAM. Mais quand tu regardes les indices équipondérés, il y a quand même un certain nombre de valeurs qui sont en cours de rattrapage aussi. Donc on voit le marché qui fait quand même une rotation. Donc quand je regarde l'obligataire, là aussi j'ai l'impression que pour l'instant on ne s'est pas décidé. On est entre les deux. On n'est pas décidé entre l'avènement d'une récession où on se dit ben je fais baisser, je fais monter mes prix obligataires, ou l'avènement justement de se dire l'inflation va rester sticky, mes banques et éventuellement une faillite dans l'immobilier, etc., peut me relancer une peur sur le système, une crise de confiance. On voit un petit peu, j'ai l'impression que tout le monde se regarde un petit peu dans le blanc des yeux là, et ça peut durer encore quelques mois. Et, et donc, si tu veux, j'ai pas d'avis tranché parce que j'attends toujours que le marché me valide l'avis que j'ai potentiel. Donc, je vois un certain nombre de risques. Je me dis en effet que si ces risques-là se mettent en place, ça peut dégager très rapidement. D'autant plus que la hausse actuelle, pour moi, se fait sur un volume et une force qui est quand même restreinte. Donc, il n'y a pas une grosse conviction derrière non plus. Mais voilà, ça tient. Il y a encore des liquidités dans le marché. La Fed est encore là. Il y a encore cette confiance. Ça joue, ça anticipe le pivot. Mais comme tu as dit, je pense en fait qu'on a tellement anticipé, entre guillemets, les bonnes nouvelles, c'est-à-dire le fait que la récession est repoussée à plus tard, le fait que l'inflation baisse, mais on ne se pose pas encore les questions de se dire est-ce que ça va continuer comme ça ou est-ce que ça va stagner? Et là, on se posera plusieurs questions. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que va faire la Fed maintenant? Parce que la crise des banques, ok, on a l'impression que le gros est passé, mais comme tu dis, c'est quelque chose qui va rester un petit peu en ligne de conduite. Il y a l'immobilier également. L'immobilier, à un moment donné, je ne peux pas penser qu'il n'y a pas un certain nombre d'acteurs qui ne vont pas souffrir et qui sont plus faibles. Alors on peut dire tout ce qu'on veut que les acteurs sont plus forts qu'en 2008, qu'ils sont plus sains, que les bilans sont plus sains, etc. On peut le dire, et c'est très certainement la raison pour laquelle tout cela tient plus longtemps que ce qu'on pourrait le croire. Et pour l'immobilier, d'ailleurs, tu Mais sais, in j'ai fine, une petite remarque parce ouais, que un des scénarios que moi je trouve extrêmement risqué actuellement, que n'on parle pas assez, c'est la crise qui est déjà en cours dans les foncières des offices et des malls, en fait, tu sais, des centres commerciaux. Parce qu'en fait, ouais, ouais. pourquoi c'est important? C'est pas tout simplement parce qu'il y a une faillite peut-être des fonds dans lesquels il investit. En fait, déjà, dans ces valeurs sont investis des gros fonds de pension, donc ça c'est déjà un fait. Mais même Mhm. mis à part de tout cela, ce modèle de foncière cotée, en fait, il se base sur un levier énorme. Et c'est normal pour les foncières cotées dans les conditions normales. Mais aujourd'hui, ils sont face à une chute des loyers, en fait, chute d'occupation. Et du coup, si jamais ces entreprises commencent à faire faillite, ça peut être un petit peu un événement comme style, je sais pas si bon, tu te souviens certainement, mais ceux qui sont plus jeunes que nous ne se souviennent peut-être pas, c'est le Fannie Mae et Freddie Mac, tu sais, toutes ces histoires-là. Après, on Ouais, peut retomber dans des scénarios qui sont similaires. Bon, Fannie Mae et Freddie Mac, ce sont des ouais. agences de refinancement hypothécaire, ce n'est pas des foncières cotées. Mais en tout cas, on peut Mhm. avoir une chute des défauts. En fait, on va avoir une accumulation de défauts sur la dette immobilière, justement de ces foncières cotées, qui peut provoquer une crise un petit peu à la 2008-2009. Ce qui, en fait, c'est rigolo parce que je dis moi-même sur ma chaîne tout le temps, c'est que les crises ne se répètent pas.
parce que chaque crise, elle a sa propre structure et sa propre nature. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, je vais expliquer. Je suis plus dans l'esprit que la crise 2008-2009 n'a pas été vraiment résolue. En fait, on l'a roulé, comme tu dis, en fait, en quelque sorte. On a acheté du temps. Et je me souviens même ce discours à la fin de l'année de cette crise de subprimes, quand il y a encore Mario Draghi, Ben Bernanke, il disait la même chose que et tout le monde, toute la presse financière disait que la Fed elle achète du temps. Mais il ne résout pas le problème. C'est tout à fait juste. Mais après, on a abandonné cette expression. Je ne sais pas pour quelle raison. Parce que visiblement, ils ont acheté tellement beaucoup de temps qu'ils ont acheté 10 ans de prospérité boursière. Bah ouais, c'est trop de temps. T'as une génération d'investisseurs qui a été remplacée. Ouais, exactement. Et j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération des investisseurs qui ne savent pas du tout comment ça a été avant les quantitative easing. Ils les prennent déjà comme une réalité, quoi, comme une voilà, comme un fait qui existe en permanence, sachant que c'était une Ouais. mesure exceptionnelle, hein, c'était une mesure temporaire à l'époque. Et je me demande si on n'est pas tout simplement va retomber dans les mêmes pièges dans lesquels on a tombé en 2008-2009, où il y a eu justement la crise immobilière, la crise financière, les faillites bancaires. Parce que je me souviens exactement le même discours. En 2007, 2008, la faillite de Bear Stearns après Northern Rock, et tout le monde disait que oh, ça sont des cas isolés. C'est comme ils disent aujourd'hui. Bon, après, c'est pas la même ampleur des banques, c'est sûr. Mais, ce qui me choque, en fait, c'est que moi, je me souviens, bon, j'étais encore très jeune en bourse, mais je me souviens de ces discours. Tout le monde disait, ah, ce sont des cas isolés, ça y est, c'est bon, on a géré. Et dès que ça repartit vraiment sur Lehman Brothers, sur tout le reste, là, on a senti vraiment que c'était pas du tout les cas isolés, et c'était vraiment un problème structurel. Ouais, Je, mais t'étais déjà au cœur de la crise. Et en fait, tu vois, ça a mis un an, ça a ouais, mis facilement une bonne année plus, plus. ouais, avant que tu aies vraiment le château carte qui s'effondre en mode panique, c'est la fin du monde. Mais on Donc ne c'est sait pas si on présume que la crise elle a déjà commencé, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle a commencé. On peut commencer à exactement, compter à partir du Covid, on peut commencer à exactement, compter à partir de la guerre en Ukraine, on a beaucoup de repères, exactement. hein. Ouais, non, ouais, c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est que la Fed a également, je trouve, a allongé énormément les cycles. Donc c'est très compliqué. Aujourd'hui, tu peux avoir cette logique-là, et je pense que c'est la bonne, mais c'est très compliqué en tant qu'investisseur ensuite de pouvoir te dire, bon, ben oui, je vais viser ça, mais derrière, pendant un an ou un an et demi, tu es peut-être contre le marché. Tu vois, là depuis 6 mois, je pense pas qu'il y a grand monde qui est capable de tenir les positions. Donc tu peux pas. Donc moi j'essaye d'alterner. Et je pars du principe que la nouvelle génération interprète un petit peu trop les choses en mode toutes les crises qu'il y a eu dans le passé, on a toujours réussi à s'en sortir. On a toujours réussi à s'en sortir avec plus de dettes. Mm. Parce qu'on était dans un monde de taux bas, etc. Si c'est pas le cas demain, si on n'arrive pas à résorber l'inflation, si revenir à des taux structurellement bas en mode Mm. japonisation, c'est pas le scénario non plus, ben, ça veut dire que tu peux plus avoir autant de dettes qu'avant. Donc ça veut Mm. dire qu'à un moment donné, tu peux plus faire whatever it takes. Exactement, exactement. C'est aussi un sentiment que j'avais depuis un moment. Bon, on va passer sur le sujet plus concret en fait pour l'investissement. Est-ce que je peux te poser la question? Je sais pas, tu me dis si c'est une question que tu veux répondre ou pas. Si c'est pas une question que tu veux pas répondre, c'est pas un problème. À quel pourcentage actuellement tu es investi en bourse de ton portefeuille? Ouais, je suis actuellement investi sur le dynamique à 50%, mais c'est pas, c'est pas très probant parce que je fais beaucoup de positions de court terme, donc c'est très aléatoire. Mais mon bas de laine est investi uniquement à 45%. D'accord, parce que moi je suis descendu à 30% ce dernier Ouais. temps, donc du coup je suis vraiment. Mais je regarde l'obligataire, hein. Aujourd'hui, si tu veux, j'avais encore du cash parce que j'avais des positions qui m'intéressaient et je suis encore en ballottement, si tu veux, sur un certain nombre de choses. Mais après, voilà, en termes de où est-ce qu'il faut regarder en investissement, je veux dire, t'as quand même pas mal. T'as de l'obligataire, mais pour moi, je ne jouerai pas ce jeu-là. Mais après, tu as des corporate bonds. Donc c'est difficile aujourd'hui pour moi de me placer. Donc je suis cash encore sur mon long terme à ce stade-là parce que j'ai pas tranché. D'accord.
Et dans cette situation d'incertitude, tu m'avais déjà dit que tu fais pas mal du court terme, ce que je comprends que quand il y a une incertitude, c'est que le trading qui peut nous aider. Mhm. Mais si par exemple tu étais un investisseur plus traditionnel, en fait l'investisseur qui veut placer l'argent en bourse, quels sont les secteurs que tu privilégierais à investir en ce moment, sachant, tenant compte de ce que tu viens de dire? Ouais, bah, je serais plus partisan d'aller chercher des matières premières, des sociétés justement productrices et les sociétés également qui vendeuses de services, vendeuses de pelles, les vendeurs de pelles, toujours les vendeurs de pelles. Donc Et l'énergie classique, on est d'accord, ouais, chez, l'énergie classique, hein, comme l'énergie classique. Total Energy, etc. Oui, 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 parce que ça m'offre un socle fondamental. Oui, tu peux avoir une récession, en effet, patati patata, mais aujourd'hui, c'est quand même des entreprises qui font du capex. Ça investit, et t'as de quoi voir venir. Donc, c'est-à-dire que c'est le truc, c'est peut-être pas le truc qui ne baissera pas, mais c'est le truc qui sera, à mon avis, le plus résilient et qui potentiellement rebondira le premier. Et dans le contexte de la crise ukrainienne, en fait, qu'est-ce que tu penses de GNL par exemple? Parce que maintenant, toute l'Europe, elle passe en GNL. Ouais, j'ai, si tu veux, c'est pareil, je suis plutôt en mode trading et donc je vais plutôt j'avais regardé les boîtes de GNL à l'époque, mais là je les ai laissées tomber parce que je pars du principe qu'elles sont quand même elles ont été bien valorisées. On peut les considérer comme pas chères, mais tu sais, moi je me souviens d'un temps quand j'ai débuté en bourse en 2004, 2005, 2006, il n'y avait aucun problème, le marché boursier n'avait aucun problème à payer une minière de cuivre 40 fois les profits. On payait du Eramé 70 fois les profits. Aujourd'hui, quand tu regardes un certain nombre de minières, de sidérurgistes, etc., tu les payes deux, trois fois les profits. Moi, je pars du principe que dans les prochaines années, ces boîtes-là, elles vont pas avoir besoin d'augmenter leurs profits, mais le marché va décider de les payer à nouveau 10 fois, 15 fois les profits. Tu parles des minières, c'est ça? Maintenant. Je parle plus minière, sidérurgiste, le vieux, ce que j'appelle le vieux monde, quelque part. Le retour un petit peu du vieux monde, des valeurs qu'on va considérer plus value et cycliques. Parce que les Donc, minières, il y en a tout en fait. Si tu veux, les minières du cuivre, où je suis d'accord avec toi. ouais, Après, il y a des minières, on va dire, d'autres types de métaux. En fait, je suis un peu moins convaincu. Il y a des minières d'or, de l'or, mais ça, c'est un cas très ouais. particulier à mon avis. Mais Euh, après, il y a beaucoup de minières qui font un peu de tous les métaux, donc t'as pas vraiment des minières qui sont strictement. Mais le cuivre, c'est quelque chose que je regarde, mais après, tu regardes, il souffre quand même pas mal de la hausse des coûts. Mais c'est là justement où ça peut être intéressant. Ces prochaines années, si t'as ces entreprises-là qui sont dans la capacité justement d'avoir une maîtrise de leurs coûts ou une stabilité de ces coûts-là, derrière, c'est les marges qui augmentent. Et je pars du principe que il y a deux façons. C'est soit les entreprises sont dans la capacité, voilà, d'améliorer leurs marges et de limiter leurs coûts, et tu as la hausse des matières premières pour les raisons que l'on connaît. Euh, mais d'un autre côté, je pense que le marché et les flux accepteront de payer beaucoup plus cher ces entreprises qui ne les payent aujourd'hui. Et je pense justement c'est là où il faut revenir en arrière il y a 20 ans pour se rappeler que c'est tout à fait possible de payer une minière 30 ou 40 fois les bits. Ça arrive dans un marché. Et si tu parlais tout à l'heure de se projeter, c'est une de mes projections pour les années à venir, c'est de revenir à ce cycle-là, à cette Ça marche. rotation-là. Et qu'est-ce que tu penses des énergies renouvelables en fait? Parce que là, je pense qu'ils sont assez. Bon, il y a eu du hype, il y a eu plusieurs vagues de hype sur ce secteur, mais actuellement, et il y en a certaines entreprises qui sont redescendues. Maintenant, c'est pas dans le viseur des chasseurs du hype. Et je pense que c'est quand même un secteur. Bon, je sais pas ce que je pense, c'est quand même certain que c'est un secteur où il y a beaucoup de potentiel également, mais dans le segment croissance. Oui, oui, alors c'est des valeurs qui sont plus en croissance, c'est des valeurs qui en règle générale ont plus de dettes, mais c'est aussi des valeurs qui vont profiter d'une manne financière ces prochaines années d'investissement. Et donc pour moi aussi c'est un soutien. Et tu as beaucoup de ces entreprises-là, je dirais, c'est comme pour tout, il faut être un peu sélectif, mais tu as beaucoup d'entreprises qui sont revenues à des niveaux de valorisation qui sont intéressants aujourd'hui. Tu as des perspectives de croissance, tu sais qu'il va y avoir le backup des autorités avec de l'investissement et qu'on va accroître également les investissements. Et je pense qu'il y aura beaucoup de fusion-acquisition dans
encore dans le secteur énergie au sens large, hein. Vieille énergie et nouvelle énergie. Ça marche. D'accord. Et la question un petit peu bête, quel est le niveau maximal que tu vois pour CAC 40 à moyen terme et pour S&P 500? Ça, pour moi, je joue en règle générale, je joue pas à ce jeu, mais si tu veux parler de résistance, je pense que le CAC 40 aura beaucoup de mal de monter au-delà des 8000 points dans les 6 prochains mois, parce qu'il a une dimension luxe qui, je vois, moi, commence à patiner. Donc sans le luxe, ça va être un petit peu plus compliqué. Et pour le Nasdaq, le S&P, moi, je le suis pas trop. Mais pour moi, on est en train d'arriver. Nasdaq, c'est voilà, 13 009, on a vu hier, ça a commencé à bloquer. On peut aller jusqu'au 14 003, 14 004. Au-delà, ça me semble quand même très compliqué. Mais encore une fois, j'aime pas faire ce genre de prévision-là. Moi, je regarde plutôt les supports. Et, et quand on va casser le support, là, je vais entrevoir on change de scénario. Et le support de Euh, CAC 40, c'est quoi pour toi, du coup? Alors, c'est toujours une affaire d'horizon de placement. Mais alors, en mode trading, pour moi, si on passe en dessous des 7002, on va rentrer dans ce que j'appelle le ventre mou, c'est-à-dire qu'on risque de zigzaguer pendant quelques mois. Et c'est un passage sous les 6000, 6006, 6004 qui, pour moi, déclenche le scénario qui serait la peur de l'avenir. Et là, on rentrerait dans le scénario où éventuellement on a le marché qui réalise un certain nombre de risques dont on a pu parler, pourquoi pas avec une faillite d'un acteur de l'immobilier commercial, quelque chose comme ça. Voilà. Et pour le Nasdaq, pour moi, mon niveau principal, ça va être 13 200 points pour du court terme, 12 007 pour du moyen terme. Le moment où on repasse en dessous des 12 007, je me remets à être beaucoup plus prudent sur du moyen terme. Tant qu'on n'est pas passé sous les 12 007, s'il y a des corrections, je vais les acheter et je vais jouer en mode trading. Bon, bah, merci beaucoup, Julien. Avec plaisir. Merci Merci pour à cette toi, Pavel. présentation. Donc, je vous rappelle qu'il a un club d'investissement qui s'appelle GraphCO. Donc, toutes les informations, vous pouvez trouver sur son site qui est sur votre écran. Et maintenant, je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt sur Mind the Cash et sur le club de Julien. À bientôt. Bye bye. Merci, Pavel. À bientôt. Au revoir.